Salutations chers disciples d'Avan, et bienvenue dans notre 68e review consacrée à l'anime Daino Daiboken. Cet épisode intitulé L'Ultime Défi a été diffusé le 6 février 2022, et débute enfin le raid final des disciples d'Avan au Vern Palace, et tombe sur de vieilles connaissances qui les provoquent en duel. Il adapte du début du chapitre 240 jusqu'aux 3/4 du chapitre 242, couvrant le cœur du volume 26 de l'œuvre originale. Bonjour, ici le staff. Cet épisode 68 a été storyboardé par le vétéran Satoshi Nishimura dont c'est la 11e participation à ce poste. Cette fois, sa binôme est Azuki Omoya, c'est sa 3e réalisation sur la série. D'ailleurs, nous avions fait 2 petites erreurs lors des reviews 42 et 52 puisqu'elle ne s'appelle pas Azuki Shigeya et qu'elle n'est pas un homme. Kaoru Saito est en charge de la direction de l'animation pour sa 2e participation. Elle avait déjà assuré ce poste sur l'épisode 52 qui était également réalisé par Azuki Omoya. Vu que la partie A est plutôt narrative, elle a été sous-traitée en Corée et aux Philippines, et il faut avouer que quand il s'agissait des personnages secondaires, le rendu semblait être peu corrigé. De son côté, Kozue Komatsu a surtout supervisé la partie B, qui est donc plus conforme au design habituel de la série. Également, cet épisode marque l'arrivée de Shin Yoshida, un nouveau scénariste qui est connu pour avoir travaillé sur une grande partie des séries Yu-Gi-Oh! Et pour finir, notons le grand retour de Shuichiro Manabe, qui nous a dessiné un échange inédit entre Dai et Adlar, ce qui pourra bien nous ouvrir l'appétit pour les combats à venir. Allez, il est temps d'analyser cet épisode 68 de Daino Daiboken qui entame le dernier arc de l'œuvre. C'est parti. L'épisode débute en reprenant la magnifique élévation de classe de Pop. Même Zaboera, qui est un véritable expert en magie, est surpris par le niveau de mana du mage. Dans le manga, son expression de visage était d'ailleurs plus soutenue pour marquer sa stupéfaction. Il esquive de peu les assauts de Nova qui est bien déterminé à en finir avec lui. Amy blottit le corps de Merle contre elle et s'aperçoit que son cœur bat encore. Dans les planches de base, on ne la voyait pas mettre sa tête sur la poitrine de la jeune voyante, ce qui a été ajouté ici pour mieux fluidifier le récit. Contre toute attente, bien que Pop dispose à la base de sorts offensifs, il semblerait qu'il ait réussi à ressusciter Merle et à détruire le poison présent dans son corps. Ce sort de résurrection appelé Zaoriku provient bien entendu de l'univers de Dragon Quest. Il apparaît dans le second épisode de la saga paru sur Famicom en 1987. A la base, cette magie peut être utilisée par le prince de Kanok, mais la princesse de Ruislune l'utilise également dans le remake de Super Famicom. Leona avait déjà essayé d'utiliser un sort de résurrection, mais il s'agissait de Zaoharu. Cette version n'a que 50% de chance de réussite, tandis que le sort de Pop permet de ressusciter le personnage à coup sûr. Pop demande à Amy de bien s'occuper de Merle, et les plans reprennent très bien les cases d'original, en particulier le visage plein de détermination de notre mage préféré. Mam en est toute retournée, et son expression a également été correctement reprise. En revanche, le visage de Leona est moins bien appuyé que dans le manga où elle prenait un ton plus grave. Il est temps de former le cercle permettant d'invoquer Minacator, et notre Budoka ose à peine regarder dans la direction de Pop. Les deux compagnons d'armes sont visiblement aussi gênés l'un que l'autre par la situation. Dans les planches de base, une planche verticale marquait un moment de flottement avant que Pop ne puisse prendre la main de sa bien-aimée. Le pendentif du jeune homme peut enfin briller et créer la 5e colonne de lumière. La case de base était un peu plus héroïque, avec un effet de lumière plus prononcé sur son pendentif contrairement à cette adaptation. Les effets de luminosité sur les personnages sont aussi plus timides, puisque dans les planches originales, la lumière était si importante que les cheveux et les vêtements de Pop en étaient blanchis, ce qui n'a pas été repris ici. La détermination dans les yeux du jeune garçon reste toutefois la même, et la musique s'envole tandis que le pentacle est enfin créé. Une magnifique mélodie de Yuki Hayashi nous accompagne pour ce moment décisif. Les effets de lumière sont ici très bien adaptés et reprennent bien l'intensité que l'on pouvait ressentir dans le manga. Une flèche de pure lumière se déploie contre le palais de Vern, qui reçoit le sort de plein fouet. Quelques ajustements ont été réalisés durant cette scène. A la base, on pouvait voir une case avec chaque héros pendant que la flèche se déployait, ce qui a disparu ici. C'est un peu dommage, c'était bien classe et ça permettait de contenter le lecteur. En revanche, une scène a été ajoutée dans laquelle Vern et Kilvern ressentent immédiatement l'effet de l'attaque. Il n'y a plus une seconde à perdre, et Pop utilise Lura pour que la coterie se téléporte dans le palais. Cette fois-ci, les effets graphiques sur les cheveux du personnage ont été appliqués, et il faut avouer que c'est bien classe. Baduk crie victoire, les héros ont enfin pu atteindre leur premier objectif, toute l'armée des humains est galvanisée par ce premier succès. Comme nous pouvions nous en douter, de nouveaux ajustements ont été réalisés dans cet épisode sur le personnage de Chu. Rappelez-vous, à l'origine il était censé se battre contre 2 chérubus. Ici, il était censé leur rappeler que la justice était toujours victorieuse, et les monstres se demandaient où ils pouvaient bien trouver toute cette force de caractère.
Cela a été supprimé, mais les plus rigoureux auront tout de même pu détecter leur présence lors d'un travelling. L'équipe a donc supprimé les passages avec les monstres, mais leur a quand même fait un petit clin d'œil dans cet épisode, et c'était plutôt bien vu. Quelques répliques inédites ont aussi été intégrées, comme celle d'Amy et de Lon Beruk, tandis qu'ils ne disaient pas un mot dans le matériel d'origine à ce moment-là. Bien que nos héros aient pu se téléporter dans le palais de Vern, la bataille sur Terre n'est pas terminée, et Flora demande aux soldats restants de se réunir autour du Pentacle. Grâce à ces effets, les monstres seront moins puissants. Nos héros sont de retour là où ils avaient échoué. Pop indique d'ailleurs que tout a été reconstruit depuis, ce qui n'apparaissait pas dans le manga. C'est un bon ajout puisqu'on pouvait en effet se demander pourquoi tout était en bon état. L'ambiance reste malheureusement pesante pour le magicien à la Budoka. Dans le manga, un trait de lumière semblait les réunir dans ce moment de gêne. Pop compte bien se rattraper au combat, et est le premier à avancer. De son côté, Dai confesse à Mam que le jeune garçon était amoureux d'elle depuis le début. S'il a fait tous ses efforts pour s'améliorer, c'était en grande partie pour elle. Mam répond que tout cela est trop soudain, alors que dans la localisation de Fedo à la Maudière, elle indiquait que cela n'était ni le bon moment, ni l'endroit idéal pour une telle déclaration. Léona réprime Dai parce qu'il n'est pas sentimental en lui empoignant la joue. Dans la case de base, l'effet graphique était plus appuyé, ce qui n'a pas été repris ici. Mais l'heure n'est pas à la rigolade. Tels des chevaliers saints d'Athéna, nos amis gravissent les marches du palais à toute allure. Vern les regarde à travers son orbe magique. D'ailleurs, à la base, on pouvait les voir tous en même temps, tandis qu'ici, plusieurs plans différents sont utilisés. Cela semble logique, puisqu'ils ne sont pas tous partis au même moment. Vern confirme d'ailleurs à son bras gauche qu'il n'est pas affecté par Minacator, mais que son palais ne peut plus bouger et que sa barrière magique n'a plus d'effet non plus. Alors que Kid Vern propose d'intervenir, le dieu du mal ressent une présence. Et oui, ce bougre d'Adlar est de retour, et il est bien décidé à terminer son combat. Un superbe travelling reprend la planche qui affichait son retour. Ce passage permettait de conclure le chapitre 240 du manga, tandis que l'équipe se retrouvait confrontée à son adversaire historique. Comme Adlar a décidé de faire un combat à la loyale, les pièces d'échecs restantes emportent les compagnons du jeune garçon. L'effet de surprise est immédiat, et Dai ne peut rien faire. Dans le manga, un effet particulier avait été appliqué sur l'un de ses yeux pour marquer l'effet de lumière des diverses téléportations. Et l'Archifiélon provoque en duel le Chevalier Dragon. Et des planches avec des super effets d'ombrage nous sont proposés pour finir la première partie de cet épisode. Pendant ce temps, chaque disciple d'Avan découvre son adversaire. Bob s'écrase contre le sol et ne comprend pas ce qui s'est passé. Dans le manga, sa réaction était plus marquée et semblait encore être plus énervée. Il découvre qu'il a été téléporté bien loin de ses amis et c'est Sigma qui l'accueille. Le design du cavalier est splendide et rend hommage aux planches de base, en particulier lorsqu'il provoque Pop avec sa lance. Il est très difficile d'adapter le design des planches des personnages en métal, et le visage de Sigma est vraiment réussi, ainsi que son incarnation posée et digne de son seiyuu Chikahiro Kobayashi. De son côté, Yunkel se réceptionne avec élégance. Tel un chat, il retombe toujours sur ses pattes même quand on le prend par surprise, c'est assez énervant. Le BG immortel sera pour sa part confronté à Im. Le pion est un peu moins réussi que Sigma, en particulier son regard qui était plus marqué dans le manga par la rage de vaincre. Toutefois, dans cette adaptation, nous sommes régalés par un Yunkel maniant sa lance avec classe, ce qui n'était pas le cas dans le manga. À ce moment-là, il restait à main nue, ce qui pouvait paraître un peu étrange même après son power-up obtenu face à Miss Vern. Au-delà de l'aspect esthétique, ce petit moulinet de lance est donc une très bonne idée. Enfin, on retrouve Mam qui sera confrontée à la terrible Albinas. La reine semble terriblement sous-estimer la jeune Budoka et lui révèle qu'elle devait la vaincre ainsi que Léona, mais une étrange créature l'a empêché de l'emporter également. Le design de Mam est respectueux de l'œuvre d'origine. En revanche, certains plans sur la reine sont assez vilains et ne traduisent pas vraiment son élégance. Du retour du côté de Dai, on comprend que Léona a été protégée par Gomé, et c'est ce qui lui a permis de ne pas être téléportée. Dans le manga, il n'y avait que quelques répliques de la princesse pour réaliser cette explication, tandis qu'ici une scène a été réalisée pour montrer un flashback de la réaction de Gomé-chan. La princesse conjure Adlar de remettre à plus tard ses plans de vengeance à l'encontre de Dai, mais l'ancien roi du mal lui hurle que c'est impossible. La case du manga était incroyable, avec un regard percutant de l'Archifiélon. Quand il expliquait qu'il n'avait plus le temps, ses yeux étaient assombris, comme s'il n'osait pas dire explicitement pourquoi. Notre petit héros se rappelle que c'est déjà ce que son ennemi avait dit lors de leur dernière confrontation. Dans le matériel d'origine, ces flashbacks étaient illustrés par des arrière-plans reprenant les planches des anciens chapitres. Le jeune garçon comprend alors que Adlar est condamné à cause de son changement de corps. Le terrible adversaire marche lentement vers Dai, avec une vue en contre-plongée sur son magnifique slip. Une musique solennelle accompagne ses pas lourds vers son dernier combat, et un excellent travail de mise en scène a été réalisé. La jeune femme veut prêter main forte à Dai et se brûle la main en le touchant. Dans cette adaptation, la jeune princesse pose sa main sur son épaulière, tandis que dans le manga, elle le posait sur son bras. La planche de base était magnifique, avec un Dai déterminé et son insigne du dragon brillant de mille feux.
C'est un peu dommage que cet effet graphique n'ait pas été repris, car il s'agissait sans l'ombre d'un doute l'une des planches signature de ce volume 26. Dai explique à Leona qu'il doit répondre à l'ultime défi d'Adlar, afin que son adversaire puisse défendre son honneur une dernière fois. S'il refuse ce duel, cela serait indigne de sa part. Le jeune garçon lance alors un regard mature à la princesse, auquel nous n'avions pas été habitués. C'est une bonne adaptation de la planche de base, qui montrait à quel point notre héros avait été changé par les batailles. Dans le manga, le visage de Leona disposait d'un effet graphique particulier pour marquer sa surprise, avec un changement de couleur sur sa peau. Son faciès a bien été repris lorsqu'elle s'aperçoit combien Dai est devenu plus adulte. Le temps du combat est venu, et Adlar n'acceptera aucune intrusion pendant son ultime confrontation. La planche d'origine nous présentait un Adlar qui en perdait ses pupilles, et clôturait le chapitre 241. Le dieu du mal accepte ces conditions pour que le roi du mal n'ait aucun regret, et après tout, cela doit bien l'arranger que le héros utilise ses forces avant de le rencontrer. Et contre toute attente, l'incroyable première planche du chapitre 242 n'a pas été adaptée. On pouvait y voir Dai y concentrer sa puissance. Difficile de comprendre cette disparition. La scène n'est pas ratée pour autant, bien au contraire. Adlar canalise ses pouvoirs pour montrer que Minacator n'a pas d'effet sur lui. Les effets de son aura sont saisissants et on peut sentir la chaleur qu'elle produit. Dans les planches de base, l'effet de souffle était impressionnant, mais on ne ressentait pas autant cette sensation de brûlure. C'est un beau boulot de la part de l'équipe. Notre petit héros est soulagé que son adversaire puisse utiliser toute sa puissance. Il aurait regretté que son rival soit limité dans son ultime bataille. Le regard de Dai montre à quel point le héros a mûri dans la frénésie du combat. Et Adlar en sourit, il en aurait presque une larme. On voit bien à travers ces échanges combien la relation entre les antagonistes ont changé. Ainsi, la vision manichéenne du début de l'aventure s'est transformée en un lien mêlant rivalité et respect. Dai déploie son aura comme dans un épisode de Dragon Ball Z, et ce n'est pas un effet graphique que l'on retrouve à ce moment-là dans le manga, mais c'est diablement efficace. Un échange de coups ultra dynamique débute le combat, avec de nombreux zooms sur les yeux des personnages. Les attaques sont brutes et violentes. Les 2 pages de cet assaut étaient très réussies, mais force est de constater que le résultat est encore meilleur dans cette adaptation. On retourne du côté d'Albinas qui confirme à Mam que cela sera le dernier combat de son seigneur. Dans le manga, une planche introduisait un flashback de l'arène dans la plus pure tradition de Koji Inada, avec un arrière-plan faisant office de transition. Mais quelle splendeur! Le travail sur les ombrages et les couleurs de ce flashback est magnifique, avec un Adlar de toute beauté. Comme il a pris la vie de leur maître, il ne peut décemment pas les rejoindre. Il a donc décidé de se donner à fond pour se battre contre celui qui fait brûler son sang. Celui pour qui il est allé jusqu'à changer sa nature, vaincre le grand héros Dai et laisser sa trace dans l'histoire. Albinas ne sont pas très enthousiastes, mais Im défend son maître avec passion et désire mourir avec panache. Adlar pense d'ailleurs que de toutes ces pièces, c'est le pion qui lui ressemble le plus. Et l'épisode nous propose un passage inédit avec des coups entre Dai et Adlar. Des coups de boule, des patates de forain. Ce passage est d'une brutalité impressionnante. Ils vont même jusqu'à concentrer leur aura dans un style qui rappellera encore une fois du bon vieux DBZ. Et c'est tant mieux. On retourne alors à nouveau avec Mam et Albinas. Notre chère Budoka fait appel à sa compassion, elle ne veut pas se battre contre une équipe qui suit un code d'honneur et qui se porte du respect. Cette approche pourra rappeler aux fans de Senseiya le personnage de Siegfried de Dube. Celui-ci ne comprenait pas pourquoi il devait se battre contre des adversaires qu'il admirait et qui ressemblaient tant aux siens. Mam ne veut pas se battre et souhaite aider Albinas. La reine semble soulagée par ses paroles. Mais contre toute attente, elle ressent ce soulagement car elle déteste cette naïveté et son faciès se transforme complètement en reprenant les traits de la planche d'origine. L'épisode se termine tandis qu'elle utilise contre Mam sa plus terrible attaque, le Needle Thousand. Les dés sont jetés. Chacun de nos héros se retrouve confronté à un terrible adversaire. Vont-ils pouvoir l'emporter? Réponse la semaine prochaine. L'arc final a enfin débuté, et nous avons pu écouter de nouvelles mélodies pour l'occasion. Tout comme le récit, la partie musicale monte en puissance, et Yuki Hayashi propose des thèmes que l'on pourrait entendre dans un grand RPG. Mention spéciale au thème du Minacator, qui est héroïque à souhait, ainsi que les nouvelles variations du thème d'Adlar accompagnées de chœurs. Même si cela n'a pas grande importance dans l'histoire, il est un peu dommage d'avoir enlevé les 5 minutes de gloire de Chiyu. Sa tirade sur le triomphe de la justice était l'un des moments cultes du personnage. La partie A possède quelques plans assez discutables sur les dessins, ainsi que sur les proportions de certains personnages. Malgré tout, il n'entache en rien la qualité globale de l'épisode. Il n'y a pas grand chose à reprocher à la partie B de l'épisode non plus, qui se permet même le luxe de rajouter un combat inédit au manga, animé par le célébrissime Shuichiro Manabe.
De belles promesses sur les combats à venir, car les épisodes suivants ne seront pas sous-traités, et les meilleurs animateurs ayant travaillé sur la série seront certainement de retour dès le prochain épisode. Encore une fois, un grand bravo à l'équipe d'animation qui nous a proposé un superbe épisode. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Cette 68e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont toujours en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.